suis toujours refusé à toute déclaration relative à cette chose-là, mais je crois que je peux vous dire un peu, et juste ce qu'il faut pour que les choses soient claires. Je suis ici suite à une situation politique dramatique dans mon pays. Le Cameroun. Et le Cameroun. J'ai été appréhendé par les pouvoirs politiques, jugé par un tribunal militaire, condamné à mort. Il a été surnommé l'évêque du tonnerre, un homme de foi, de combat, mais aussi de controverse. Son engagement pour une vision africaine de l'Église catholique a marqué l'histoire, mais l'a aussi plongé au cœur de vives tensions. Expulsé d'Algérie dans des circonstances troublantes, il est accusé par certains d'avoir trahi les nationalistes. Mythe ou réalité? Qui était réellement cet évêque? Pourquoi a-t-il réellement dérangé au point d'être chassé? Et quel est son héritage aujourd'hui, notamment face à la situation politico-religieuse au Cameroun? Restez bien jusqu'à la fin, car vous risquez d'être surpris par ce que vous allez découvrir. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. Par un matin frais du 26 septembre 1926, dans le paisible village de Bafou, naît un enfant dont l'histoire allait marquer les mémoires, Albert Ndokmo. Dès son enfance, le destin s'acharne sur sa famille. Sur ses 3 cadets, seule sa sœur Clémentine et lui survivront. La tragédie frappe sans relâche. Adolphe, son frère, périt dans une chute de cheval, tandis qu'un autre se tint prématurément. Au cœur de ce foyer, imprégné de tradition et de foi, Albert se distingue. Son regard, loin de se perdre dans le chagrin, semble déjà porté vers un avenir que nul ne peut encore deviner. Dès son plus jeune âge, il ne joue pas au guerrier ou au chasseur comme les autres garçons. Son jeu favori est d'imiter le prêtre de son village. Il aligne ses amis, prononce des paroles mystérieuses et avec un sérieux touchant, distribue des rondelles de bananes mûres en guise d'hostie. Déjà, il célèbre la messe dans son imagination. Sa soif de savoir le mène d'abord à l'école primaire du village, puis à la grande mission catholique de Tchang où il termine brillamment son CM2. Cet exploit lui ouvre les portes du séminaire Sœur Michel de Melun, première étape sur la route du sacerdoce. En 1947, Albert Ndokmo entre au grand séminaire Saint-Laurent de Volier à Yaoundé. Là, il se lie d'amitié avec un autre jeune homme au destin singulier, Castor Osande Afana. Ensemble, ils parlent des débats enflammés sur la justice, l'avenir du Cameroun, le rôle de l'Église. Alors qu'Albert suit le chemin de la prêtrise, Osande Afana prend une autre voie. En 1950, Osande est renvoyé du séminaire et s'engage dans la lutte nationaliste. Leur amitié ne survivra pas au tumulte de l'histoire. Osande Afana deviendra une figure de la résistance avant d'être assassiné dans le maquis le 15 mars 1966. Pendant ce temps, Albert Ndokmo s'illustre par son intelligence éclatante. Mathématiques, latin, grec, musique, tout semble lui réussir. Mais l'éclat de son parcours ne peut effacer les ombres qui commencent à se dessiner. Si le jeune séminariste excelle dans ses études, la tragédie frappe à nouveau sur le plan familial. En 1944, sa mère s'éteint. En 1952, c'est au tour de son père. Chez les Bamileke, la tradition veut que l'un des garçons prenne la succession de son père. Mais Albert, engagé dans une voie où le mariage et les obligations familiales sont interdits, ne peut assumer ce rôle. Alors que des proches affluent au deuil, certains murmurent leur déception. Comment l'unique fils peut-il se détourner de son devoir pour un destin solitaire? Finalement, c'est Clémentine, sa jeune sœur, qui héritera de la lignée familiale. Ainsi, dès ses jeunes années, Albert Ndokmo est confronté au dilemme entre la tradition et sa foi, entre l'attachement au sien et son engagement spirituel. Mais la véritable épreuve est encore à venir. Comment ce jeune prodige, promis à une grande carrière ecclésiastique, deviendra-t-il l'un des hommes les plus controversés du Cameroun? Quels choix le conduiront à la lumière, puis à l'ombre? Albert Ndokmo aurait dû être ordonné prêtre bien plus tôt, mais son franc-parler et son esprit rebelle lui ont valu 2 années d'attente. Au séminaire, il n'est pas un élève comme les autres. Brillant, audacieux, il se distingue par ses prises de position iconoclastes qui dérangent un clergé habitué à la docilité des séminaristes africains. À une époque où l'obéissance aveugle est la règle, il ose dire à ses condisciples:
Ne soyez pas des oui mon père à tout prix. Ayez aussi le courage de dire non mon père quand il le faut. Son indépendance d'esprit ne s'arrête pas là. Lorsqu'il décide d'introduire des mets africains au réfectoire et de s'asseoir à la place des prêtres blancs, la colère gronde. Comment un jeune Africain ose-t-il bousculer l'ordre établi? Face aux critiques et aux menaces d'expulsion, il reste inébranlable. Si vous me chassez, je créerai ma propre église, car j'ai un message à transmettre au monde. Un tel tempérament inquiète. Faut-il vraiment ordonner un homme aussi indocile? Les autorités ecclésiastiques hésitent, conscientes que l'écarté pourrait créer un mouvement bien plus puissant encore. Mais derrière cette rébellion, il y a une vision. Lire l'évangile avec les lunettes africaines. Pour Ndogmo, la foi ne peut être une simple imitation des modèles occidentaux. L'Afrique doit se réapproprier son rapport au sacré avec ses propres références et sa propre voix. Finalement, après 2 ans d'attente, le 21 décembre 1955, Albin Ndogmo est ordonné prêtre. Une date charnière, non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire du Cameroun, car son parcours se déroulera en plein cœur des bouleversements politiques du pays. Alors qu'Albin Ndogmo s'apprête à être ordonné prêtre, le Cameroun entre dans une période de tourmente. C'est le début de la guerre d'indépendance, un conflit qui durera 16 longues années de 1955 à 1971 et dont un rapport a été publié en janvier 2025 avec un nombre de morts estimé entre 500 000 et 1 million de morts. Tout commence avec l'arrivée d'un homme, Roland Pré, haut commissaire de France au Cameroun. À peine en fonction, il frappe fort. Il dissout l'Union des populations du Cameroun, principal parti nationaliste, déclenchant ainsi une insurrection sanglante. Mais la répression ne s'arrête pas au champ politique. Roland Pré sait que pour étouffer un mouvement, il faut en contrôler l'âme. Et au Cameroun, l'âme du peuple, c'est aussi la foi. En Konsamba, les évêques catholiques du pays sont convoqués. Le message est clair, ils doivent prendre position contre l'UPC. Sous pression, il publie un communiqué qui met en garde les fidèles contre l'athéisme que l'UPC, avec ses liens supposés avec Moscou, pourrait imposer au Cameroun. Il déclare que les catholiques ne doivent pas soutenir ce mouvement, car ils prônent l'indépendance et flirtent avec le communisme, idéologie condamnée par le Vatican. C'est dans cette atmosphère explosive qu'Albin Ndogmo est ordonné prêtre le 21 décembre 1955 à la paroisse Saint-Jean-André de Baham. Dès l'année suivante, il entame sa mission pastorale comme vicaire dans cette même paroisse. Puis, en 1959, il est nommé aumônier diocésain de l'enseignement catholique en Konsamba, une ville stratégique, la 3e plus grande du pays après Yaoundé et Douala. Mais Konsamba est aussi un territoire ravagé par la rébellion depuis 1955, un champ de bataille où les cicatrices de la guerre sont encore fraîches. Dans ce chaos, une question obsède Ndogmo. Comment redonner espoir à son peuple? Il voit la souffrance, entend les cris, ressent la détresse. Son sacerdoce ne doit pas se limiter à la prière et au sermon. Il doit comprendre, agir, trouver des réponses. C'est ici que commence véritablement l'histoire d'un prêtre, pas comme les autres. Albin Ndogmo voulait réveiller les consciences, redonner espoir à un peuple meurtri, mais il ne tardera pas à comprendre une chose essentielle. Changer la société sans affronter le politique est une illusion. Très vite, la politique s'impose à lui, l'amenant à croiser les chemins des figures majeures de l'époque. Il rencontre Ernest Ouandié, chef de l'opposition nationaliste, et aussi Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, pays qui en est à son 2e président actuellement en 2025, soit 2 présidents en 65 ans. Face aux défis de son époque, Ndogmo ne reste pas spectateur, il agit. Dans son diocèse de Konsamba, il lance une série d'initiatives audacieuses pour sortir son peuple de l'ignorance et de l'oppression. Parmi elles, la camerounisation des cadres de l'Église catholique, un processus essentiel pour arracher l'institution à la mainmise étrangère. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir pour directeur le premier Camerounais appelé à remplacer un blanc à la tête de l'école catholique Notre-Dame de Banka. Il avait pleuré à l'époque et Ndogmo lui a demandé qui va relever ce pays, si ce n'est nous-mêmes. Janvier 1960, il fonde un journal au ton résolument engagé, L'Essor des jeunes. Ce bimensuel, vendu à 25 francs CFA, devient rapidement un espace de débat à l'échelle nationale. Son objectif, former la jeunesse, dénoncer les injustices. Sous couvert d'un dialogue imaginé entre 2 anonymes, Jean et Lucas ont dit, le journal critique le gouvernement dans un climat de répression croissante. Mais Ndogmo ne se cache pas. Il assume ses prises de position.
Être témoin du Christ, c'est refuser de fermer les yeux et les oreilles dans une société où il y a tant d'abus, de brimades et de tortures arbitraires. Puis vient 1962 et avec elle, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du Cameroun, l'affaire du train de la mort. Le 1er février 1962, 52 prisonniers politiques, dont 8 femmes et leurs enfants, sont entassés dans un wagon métallique à la gare de Douala sous une chaleur écrasante. Hermétiquement fermé, le train met 10 heures pour rejoindre Yaoundé. À l'ouverture du wagon, l'horreur. 25 cadavres, morts, asphyxiés. Le pouvoir tente d'étouffer l'affaire. Les corps sont enterrés à la va-vite de nuit par d'autres prisonniers, mais l'information fuite. L'opinion, déjà révoltée par la répression grandissante et l'absence de respect des droits humains, s'embrase. L'Église catholique réagit avec une force inédite. L'hebdomadaire L'Effort camerounais révèle le scandale. Le gouvernement réplique. Le journal est saisi et son directeur français, le père Pierre Fertin, est expulsé du pays. Cette expulsion entraîne un acte de désobéissance inédit. Monseigneur Jean Zoua, archevêque de Yaoundé, brave l'interdiction officielle et célèbre une messe en hommage aux victimes sur le lieu du drame. Dogmo contre-attaque à travers son journal L'Essor des jeunes. Il publie une lettre ouverte à Amadou Ahidjo où il dénonce l'hypocrisie du régime. Monsieur le Président, l'Essor comprend mal votre position relative à la liberté d'opinion. Votre décret d'expulsion du père Fertin signifie-t-il que vous n'admettez pas en réalité la liberté d'opinion inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? Dès lors, Dogmo sait qu'il est allé trop loin aux yeux du régime. Le pouvoir ne lui pardonnera pas. Ce n'est plus seulement un homme d'église, il est devenu une cible. Albin Dogmo était bien plus qu'un simple prêtre. Son engagement, son charisme et son audace ne passaient pas inaperçus. En quelques années seulement, il se forge une réputation d'intellectuel brillant et d'orateur redoutable. Un prêtre pas comme les autres, qui n'hésite pas à prendre des positions tranchées, quitte à froisser le pouvoir politique en place. Alors, en 1964, quand vient le moment de choisir un évêque noir pour remplacer Monseigneur Paul Bouc à la tête du diocèse de Nkonsamba, le choix du Vatican est loin d'être anodin. Le pape VI, en toute connaissance de cause, désigne ce jeune prêtre bamiléké de 38 ans, un éducateur chevronné, un historien passionné, un journaliste engagé. Mais un tel choix ne va pas sans conséquence, car en faisant de lui l'évêque de Nkonsamba, Rome venait aussi, sans le savoir, de faire de lui un homme dangereux aux yeux du régime. Lorsqu'Albin Dogmo est nommé évêque à seulement 38 ans, beaucoup y voient un pari risqué. Trop jeune, trop audacieux, trop insoumis, Rome sait qu'elle confie un diocèse clé à un esprit contestataire. Mais ce choix n'est pas dénué de calcul. Selon certains auteurs, comme le docteur Chouankap, le Vatican aurait eu 2 raisons majeures de le propulser à ce poste prestigieux. Nous avons soupçonné, selon certaines écritures, que, étant à esprit contestataire, Rome aurait choisi. Il est d'abord le premier évêque bamiléké à nommer à la curie pour répondre à l'UPC, et parce qu'on espérait que par la voix bamiléké, il peut parler au bamiléké de l'UPC et se faire entendre autrement, mais également que ce poste prestigieux pouvait lui donner les ailes et pour abandonner un peu l'affront qu'il avait contre les missionnaires blancs. Mais ça va lui servir plutôt de tribune donc pour exprimer le caractère profond de ce qu'était Ndomo sur le chemin de la révolution. Et heureusement pour lui, presque les étapes de rupture de sa vie pastorale correspondent au grand moment de tournant de l'histoire du Cameroun. 1955, ordination. 1964, il est le premier évêque à remplacer l'évêque blanc qui avait soupçonné son départ en 1961 et Rome lui avait dit le Cameroun entre encore dans l'indépendance, attendons un peu de voir. Donc il est également le premier évêque auquel on confie le destin Cameroun dans les mains des Camerounais. Mais si certains pensaient ainsi le museler, ils se trompent lourdement. Au lieu de se plier aux attentes de Rome et du pouvoir en place, Dogmo transforme son épiscopat en tribune. Ses prêches résonnent comme des défis lancés au régime, dénonçant sans de tout la corruption, l'injustice et la brutalité du pouvoir. Avec lui, la foi n'est plus un simple refuge, c'est une arme d'émancipation. Mais son combat ne s'arrête pas aux paroles. Il veut briser la dépendance économique de l'Église et du peuple camerounais vis-à-vis de l'Occident. Plutôt que de tendre la main aux missionnaires et aux bailleurs du Nord, il fonde sa propre entreprise, Mungo Plastique, pour financer ses projets
et montrer une voie nouvelle, celle d'une église indépendante, forte et libre. Dans son diocèse, il redonne espoir à la jeunesse, crée des écoles, modernise les infrastructures et insuffle un vent nouveau. Il refuse la soumission, prône les relations d'égal à égal avec l'Occident et invite les Africains à réinventer leurs propres règles quand celles du passé ne servent pas leur avenir. Populaire, influent, trop écouté, son ascension fulgurante ne passe pas inaperçue. Peu à peu, il devient un homme à surveiller, un adversaire à neutraliser. À peine nommé évêque, Monseigneur Ndogmo est propulsé sur la scène internationale. Son baptême de feu, le Concile Vatican II. Lorsqu'il participe à ça, un des miracles de Ndogmo, c'est qu'il a réussi à prendre parole. Le concile réunissait plus de 2500 évêques. On les appelait les pères du concile. Dans ce forum, où il y avait difficulté même pour certains cardinaux de pouvoir prendre parole. Qu'est-ce que Ndogmo a fait? Jusqu'à aujourd'hui, les interrogations sont là, mais il a pris parole. Et il a pris parole donc pour critiquer déjà l'organisation physique du concile, qui met d'un côté les évêques des pays riches et de l'autre côté les évêques des pays pauvres. Donc le même schéma colonial. Et donc les évêques des pays riches ont adonné aux évêques blancs ou noirs, mais des pays pauvres. Il va critiquer ça. Il va dire que dans la notion de famille, on doit connaître ni riche ni pauvre. Chacun apporte sa contribution à la construction de la grande œuvre. Et la grande œuvre, c'est la grande famille avec G majuscule et F majuscule. L'histoire dit même que lorsque Ndogmo va prononcer ce discours, pendant que les évêques de la zone pauvre vont applaudir, le premier contestataire du discours de Ndogmo, c'est Monseigneur Jean-Zois du Cameroun. Et il prend la parole pour dire d'excuser ce jeune évêque qui ne comprend pas toute la politique du grand concile et qu'on le tolère. Mais c'est à l'inverse de la propagande personnelle de Ndogmo. Ndogmo était devenu traducteur et il parlait cette langue couramment, Monseigneur Ndogmo. Et donc, lors de ce dernier concile-là, c'est lui qui était traducteur pour les Polonais, pour les Grecs, pour les Latins. Si on mettait les popularités sur une balance, on pouvait dire qu'en ce temps-là, il a été même plus populaire que les gens voient les Yves Plumet, qui avaient participé même à la mise en place de tout le programme du concile. Mais il n'attrape le concile qu'en cours de route et impacte sur son déroulement. Donc, ça a renforcé encore la connaissance sur ce Ndogmo dont les rumeurs ne parlaient pas. Il y a trop de bien à Rome. Voilà, donc cette illustration, elle est là. Et ça donne seulement l'opportunité de dire qu'on peut prolonger l'histoire en disant que Jean-Paul II, qui va un peu réhabiliter Ndogmo plus tard, était parmi ces évêques des pays pauvres là, polonais comme il était, qui ont applaudi sous la table, n'est-ce pas, l'intervention de Ndogmo, et que lui, il récompensera plus tard en le faisant rentrer à Yaoundé lors de son premier voyage en 1985, lorsque Ndogmo avait déjà purgé 10 ans d'exil au Canada. Mais ce passage à Rome a un autre effet. Il lui ouvre des portes. Il est chargé par l'épiscopat de suivre les étudiants catholiques africains en formation à l'étranger. Il voyage souvent en Europe, élargit son réseau, se fait des alliés et surtout devient un homme qui compte au Cameroun comme ailleurs. À son retour au Cameroun, il ne choisit pas la facilité. Son itinéraire, Konsamba, Mbanga, mais surtout la piste du Maquis, là où la rébellion gronde encore, là où les partisans d'Ernest Ouandié se cachent, traqués par le régime. Officiellement, il vient prêcher. Officieusement, le pouvoir surveille chacun de ses pas. Car, à chaque messe, derrière chaque serment religieux, il insuffle un message d'espoir, un appel à la dignité, une parole qui résonne dangereusement dans ce Cameroun sous haute tension. Et dans l'ombre, un jeu d'échecs se met en place. Pendant que Ndogmo traverse des terres insurgées, les services du président Ahidjo s'activent. On veut attraper Ouandié et peut-être que, sans le savoir, l'évêque marche sur un terrain où les enjeux le dépassent. En 1961, l'année où Ernest Ouandié, figure emblématique de la révolution camerounaise, revient au pays après la mort de ses compagnons de lutte Oumniobé et Félix Roland Moumié, Ernest Ouandié prend la direction de l'UPC et devient l'ennemi public numéro 1 de l'administration Ahidjo. Revenu clandestinement au Cameroun afin de poursuivre la lutte sur le terrain,
Il dirige, organise et forme sans relâche et dénonce les opérations de massacre par le napalm des populations en pays Bassa et Bamileke. Alors désormais, ce ne sera plus que par la guerre que l'UPC pourra se faire entendre. Dès 1962, Wandje monte une école de cadres politiques et construit des centres de soins. Très activement recherché, il échappe à plusieurs trahisons et se replie dans le Honkam. La répression du gouvernement se fait de plus en plus forte. Ahidjo veut absolument écraser cette résistance. Sa priorité, éliminer Wandje. Le gouvernement met en place tous les moyens pour retrouver ce combattant de l'indépendance. Mais dans sa lutte pour capturer Wandje, il va recourir à une méthode aussi subtile qu'efficace, utiliser un homme de Dieu, mais pas n'importe lequel. En 1957, le général français Pierre Mesmer avait déjà employé cette technique contre Oumniobé en envoyant Monseigneur Thomas Mungo, un évêque d'Ethnie Bassa, pour piéger l'illustre chef de la résistance. Le plan avait fonctionné. Alors, pour Wandje, c'est Monseigneur Albert Ndogmo, un prêtre bamileke, qui devient la pièce maîtresse de cette stratégie. Le gouvernement camerounais mise sur un double jeu. Utiliser la position de Ndogmo pour piéger Wandje en faisant en sorte que ce dernier, en toute confiance, se rapproche du nouvel évêque. L'idée, attirer Wandje dans une situation où l'église et la politique se croisent et ainsi obtenir sa localisation. Mais Ndogmo, un homme de conviction, ne sait pas qu'il est en train de se retrouver pris dans une machination politique du régime. L'évêque, symbole d'indépendance et de résistance, se trouve malgré lui pris dans un jeu complexe entre la foi, la politique et la révolution. Une fois de plus, le destin semble jouer avec lui. Ainsi, le gouvernement Ahidjo, sous couvert d'un certain nombre de signatures, va remettre à Ndogmo un document officiel qu'on appelait soft-conduit. Ce document lui permettra de se déplacer librement, l'objectif étant selon le gouvernement de convaincre Wandje à revenir à la légalité, à déposer les armes. C'est le préfet du Mungo, Saba Leko, qui sera directement chargé de fournir des commodités de déplacement à l'évêque. En 1966, une rencontre a lieu entre les deux hommes, Ndogmo et Wandje. Pourtant, loin de remplir son rôle de piège, il semble que l'évêque prenne en réalité une toute autre direction. Selon certaines sources, Ndogmo aurait même remis son laissez-passer à Wandje, permettant à ce dernier de circuler librement dans le pays déguisé en prélat catholique. Ce geste est un coup de maître dans l'ombre, une aide indirecte mais puissante à la cause des nationalistes. Ce qui devait être une manœuvre politique se transforme en un fiasco retentissant pour le gouvernement. La tentative d'intégration de Wandje au régime échoue et au contraire, Ndogmo se retrouve dans la ligne de mire des autorités. Mais comme un habile joueur d'échecs, il tire parti de la protection offerte par son statut d'évêque et la couverture internationale du Vatican. Ndogmo devient la voix de la résistance dans le pays, dénonçant les abus et les bavures du gouvernement. Une des pratiques les plus effrayantes qui voit le jour sous ce régime autoritaire est la mise en place du cadi du chien noir. Ce rituel macabre consistait en un serment où les habitants étaient contraints de prêter allégeance au gouvernement sous peine de malédiction si jamais ils apportaient une aide à Wandje ou à ses partisans. Les autorités usaient de ce serment pour instiller la peur et dénoncer les rebelles, exploitant les croyances traditionnelles pour fomenter la division et l'espionnage. Mais Ndogmo, fidèle à ses principes de justice, se fait un devoir de dénoncer cette abomination. Il s'attaque frontalement à la politique du régime et à son opposition publique attire l'attention de la population et du Vatican. Dès lors, l'évêque devient la bête noire du gouvernement qui voit en lui un obstacle à son autorité. Le destin de Monseigneur Albert Ndogmo est désormais scellé. Un évêque, défenseur des opprimés, qui, loin de se soumettre au pouvoir, s'engage dans la lutte pour la liberté et les droits de son peuple. Le régime commence à comprendre qu'il a sous-estimé l'homme et sa capacité à jouer un double jeu. Le défenseur des siens, le contestataire du système. Les élections de 1970 approchent à grands pas. Le climat politique au Cameroun est électrique. Les tentatives de déstabiliser Monseigneur Albert Ndogmo et le maquis nationaliste ont échoué une à une. Le pouvoir en place, en particulier le président Ahidjo, sait qu'il doit agir rapidement pour neutraliser cette menace grandissante. Le but, mettre fin au maquis, emprisonner l'évêque. Une rumeur alarmante commence à circuler dans les couloirs du pouvoir. Monseigneur Ndogmo chercherait à assassiner le président.
Une accusation grave, mais un complot inventé de toutes pièces par les services secrets du gouvernement. Ces derniers, toujours à l'afflux de tout moyen pour discrétiser l'évêque, vont orchestrer une machination avec habileté. Tout commence lorsque l'évêque soutient un groupe de prières formé d'anciens nationalistes, soupçonnés par les renseignements de préparer un coup d'État sous couvert de la foi. Arrêtés en 1969 puis relâchés, les membres du groupe alimentent une affaire mêlant mysticisme et politique. Mais ce qui est certain, c'est que le président Ahidjo, convaincu de la véracité de cette histoire, commence à voir Ndokmo comme un ennemi mortel. Mais au-delà des rumeurs, ce sont les voyages fréquents de Monseigneur Albin Ndokmo à l'étranger qui inquiètent particulièrement le pouvoir camerounais. Depuis sa participation au Concile Vatican II à Rome, il a tissé des liens précieux en Europe, là où il entretient des relations avec Solidarité, une organisation clandestine qui soutient les mouvements de libération du tiers-monde. Cette organisation, dirigée par un militant communiste Henri Curiel, regroupe des activistes progressistes, principalement français et communistes, ainsi que des chrétiens solidaires des révolutions anticolonialistes. Le groupe avait notamment soutenu le FLN pendant la guerre d'Algérie et continue de se consacrer à l'aide au mouvement de libération du tiers-monde, en particulier ceux de l'Afrique. Ndokmo, désormais un agent informel entre le maquis et le groupe Curiel, devient une pièce maîtresse dans l'opposition à Ahidjo. Même si le gouvernement l'a missionné pour convaincre Wandje de se rendre, l'évêque commence à s'engager bien au-delà de ce rôle. Le réseau Solidarité décide de prêter main forte à l'évêque, non seulement pour soutenir ses initiatives économiques en Konsamba, mais aussi pour renforcer son rôle en tant qu'intermédiaire entre le maquis et les autorités internationales. Leur action se divise en deux fronts principaux. Mungo Plastic, une entreprise de transformation de plastique créée par l'évêque en 1969, vise à autonomiser financièrement le diocèse, à réduire la dépendance du Cameroun envers l'aide étrangère. L'évêque sollicite le groupe Solidarité pour étendre l'initiative et un militant belge, Yves Webeck, prend en charge sa gestion. Une initiative plus secrète vise à convaincre le gouvernement algérien de soutenir les mouvements de l'UPC. Monseigneur Ndokmo, accompagné de Ndiawe, sera à Alger en 1968 pour plaider en faveur d'une aide militaire. Cependant, la mission échoue et l'Algérie découvre la manipulation, ce qui met en péril la crédibilité de l'évêque. Malgré cet échec, Ndokmo continue à naviguer dans des eaux troubles, oscillant entre loyauté envers le régime camerounais et soutien discret aux nationalistes. La troisième mission est plus clandestine encore. L'exfiltration de Wandje du Cameroun vers l'Europe. Une opération complexe menée par un employé de l'État français, Martin Verlet, chargé de prendre contact avec le maquis pour exfiltrer Wandje vers le Nigeria, puis l'Europe. Bien que Ndokmo semble sincèrement désirer de mettre fin à la violence en sollicitant des solutions pacifiques pour Wandje, il devient de plus en plus le centre d'un conflit géopolitique. Entre les tensions avec le régime et ses liens avec des mouvements radicaux, il ne fait plus de doute qu'il est devenu une figure centrale de l'opposition camerounaise. Dans ce contexte tumultueux, l'évêque est pris entre deux feux. Le régime Ahidjo, qui le considère désormais comme un traître, et les nationalistes qui voient en lui un soutien indéfectible. Mais l'histoire de Monseigneur Albin Ndokmo, à la fois un homme de foi et un acteur d'une révolution, continue à marquer l'histoire de ce Cameroun pris dans le taux de la guerre civile et de la répression. Dans les mois précédents, août 1970, les autorités de Yaoundé, soutenues par les services secrets franco-camerounais, suivaient de près les activités de Monseigneur Albin Ndokmo et ses alliés. Ils ne se contentent pas de regarder, ils interprètent et manipulent chaque mouvement. Jacques Foccart, homme de confiance du président français, est plus déterminé que jamais à étouffer toute tentative de subversion qui pourrait ébranler l'ordre néocolonial au Cameroun. L'Église et les réseaux de solidarité internationale, en particulier ceux qui gravitent autour de Monseigneur Ndokmo, sont désormais perçus comme une menace. Au cœur de cette époque troublée, une série d'événements semble se jouer comme une tragédie inévitable, avec l'évêque pris dans une toile d'araignée de manipulation, de surveillance et de pression politique. La première offensive contre Monseigneur Albin Ndokmo et ses initiatives commence au début de l'année 1970 avec la mise en échec de Mungo Plastic. L'entreprise lancée pour doter le diocèse de Konsamba d'une autorité économique soutenue par le groupe Solidarité et les militants européens devient rapidement la cible du régime.
les locaux de l'entreprise sont envahis par les autorités, tandis que les dirigeants sont interrogés sans relâche par les services secrets camerounais. Des rumeurs circulent selon lesquelles l'entreprise servirait de couverture pour un trafic d'armes. Christophe Tchele-Tchenche, l'un des associés camerounais, est incarcéré à Yaoundé. Les deux partenaires européens, Yves Webeck et un technicien polonais, sont expulsés manu militari du Cameroun. Sans leur leadership, Mungo Plastic est contraint de cesser ses activités. Le projet, jadis prometteur, est désormais voué à l'échec et la réputation de Monseigneur Ndokmo se trouve anéantie dans les milieux officiels. Alors que la situation semble s'aggraver, un acte de violence inexplicable survient à la clinique de Loum, près de Konsamba. 2 infirmières sont tuées dans des conditions atroces et une femme est enlevée. Cette attaque, bien que mystérieuse, devient un prétexte parfait pour lancer une propagande contre l'évêque. Le correspondant de l'AFP, bien informé, relie cette affaire à Mungo Plastic en publiant une dépêche accusatrice. Il prétend que l'attaque à la clinique et la découverte d'un stock d'armes sont liées, insinuant une responsabilité de Monseigneur Ndokmo. Sous pression, l'évêque est contraint d'envoyer un démenti dans le monde, démentant toute implication dans l'affaire. Pourtant, l'ombre d'un complot grandit et la représentation publique de l'évêque continue de se ternir. À ce moment précis, Monseigneur Ndokmo et ses alliés préparent une opération risquée, l'exfiltration d'Ernest Ouandié, le leader du maquis. Cette émission pourrait être décisive, mais elle échoue dramatiquement. Les raisons de cet échec demeurent floues, alimentant les rumeurs de trahison. Mais certains, comme Martin Verlet, le contexte de solidarité, estiment que l'évêque était imprudent dans ses actions. Lors de leur rencontre à Douala, Ndokmo aurait fait preuve d'une légèreté dangereuse en prenant des risques inutiles, notamment en le mettant en évidence dans les lieux publics alors qu'ils étaient déjà sous surveillance. Le timing de l'échec devient de plus en plus suspect lorsque Monseigneur Ndokmo reçoit une convocation urgente à Rome, une convocation du Vatican qui semble coïncider avec la préparation de l'exfiltration de Ouandié. Le Saint-Siège veut des réponses concernant Mungo Plastic et la convocation arrive alors que Ndokmo est sur le point de mener l'opération secrète. Dans un geste précipité, l'évêque abandonne les fugitifs Ouandié et Jacep à la frontière de Banga et prend un vol vers Rome sans revenir. L'histoire atteint son apogée lorsque Simon Pierre Tchoumgui, l'ex-premier ministre camerounais, arrive au Vatican juste avant l'arrivée de Monseigneur Ndokmo. Il est là à la demande d'Ahidjo pour ordonner au prélat de ne pas revenir au Cameroun. L'hypothèse la plus plausible est qu'un arrangement ait été conclu entre le Vatican et le pouvoir camerounais pour éviter un scandale international. En écartant l'évêque du pays, les autorités espèrent éviter un déshonneur public tout en écartant la menace qu'il représente. Mais Monseigneur Ndokmo refuse d'obéir. Il retourne au Cameroun, déterminé à poursuivre son combat. À Douala, à son arrivée le 27 août 1970, il est arrêté par les forces de l'ordre. Ce dernier acte de défiance scelle son destin. L'histoire du prélat et son implication dans la guérilla camerounaise se termine dans les fers. Et le rêve de la rénonciation et de la paix pour son pays se brise. Le 5 janvier 1971, le verdict du premier procès tomba. Monseigneur Ndokmo fut condamné à la détention criminelle à perpétuité. Mais la sentence du procès de la Sainte Croix, rendue le jour suivant, allait encore plus loin. Il fut condamné à mort. Cependant, à la surprise générale, 4 jours plus tard, un geste inattendu vint adoucir la sentence. Le président Ahidjo accorda à Ndokmo une grâce et commua sa peine à une détention à vie. Mais si ce geste pouvait sembler être une lueur d'espoir, il marquait aussi le début d'une longue épreuve. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le pays. L'épiscopat camerounais, fidèle à son habitude, se mura dans un silence gêné, loin de prendre la défense de l'évêque déchu. L'Église catholique semblait se détourner de celui qui, quelques mois plus tôt, était encore l'une de ses figures les plus respectées. L'évêque fut abandonné de tous, livré à son sort, et sa place fut désormais à la prison de Tcholiré. En 1973, la situation changea à nouveau. Monseigneur Ndokmo, après des années de souffrance et d'incertitude, démissionna de son poste d'évêque. La décision fut prise sous une pression constante, mais aussi dans le but d'éloigner toute idée de rébellion au sein de l'Église.
Il ne pouvait plus, de fait, continuer à exercer ses fonctions avec liberté d'esprit qu'il avait auparavant. À ce moment-là, le gouvernement camerounais et le Vatican commençaient à réfléchir à son avenir. Si Ndokmo devait être gracié, il lui fallait trouver un lieu d'exil. Deux options furent envisagées. La Côte d'Ivoire fut une première possibilité, mais Ahidjo n'aimait pas l'idée d'un prisonnier camerounais dans un pays trop proche. Mais le choix final se porta sur le Canada, une destination plus éloignée où la congrégation canadienne avait joué un rôle crucial dans le diocèse de Konsamba. Monseigneur Ndokmo accepta cette solution et une réorientation géographique s'imposait. Après 5 années d'emprisonnement, le 14 mai 1975, Monseigneur Ndokmo fut enfin libéré. La nouvelle de sa libération fut annoncée par Monseigneur Jean Zoua, l'archevêque de Yaoundé, qui l'a appris lors d'une audience avec Ahidjo. À Yaoundé, une rumeur s'est mise à circuler. Monseigneur Ndokmo allait célébrer la messe du dimanche 15 mai à la cathédrale. La ville se mobilisa et dès 5 h du matin, la circulation fut bloquée autour de la cathédrale. Les habitants affluèrent pour voir, écouter et surtout recevoir la bénédiction de l'évêque. Mais cette espérance collective se transforma en une désillusion. Monseigneur Ndokmo ne célébra jamais cette messe et la rumeur s'avéra être fausse. Le peuple, pris dans une immense déception, n'eut que des souvenirs de ce qu'il croyait être une promesse de réconciliation et de retour à la paix. Le silence se fut lu autour de l'évêque, un homme qui, malgré sa libération, n'avait plus les mêmes rêves de grandeur. Son destin, marqué par les combats politiques, les épreuves religieuses et l'exil, semblait désormais scellé dans les rouages impitoyables de l'histoire du Cameroun. Après son départ du Cameroun, Monseigneur Albin Ndokmo se retrouva loin des projecteurs dans l'ombre de son exil forcé au Canada. Bien que tenu à distance du clergé canadien, il ne perdit jamais son engagement spirituel. Il continua d'assister à la messe, un acte de résistance silencieuse à sa situation. En 1985, Monseigneur Albin Ndokmo fit un retour retentissant au Cameroun, mais cette fois, ce n'était pas pour une libération personnelle comme en 1975. Il était dans la suite du pape Jean-Paul II, en visite officielle. Ce retour, qui promettait d'être un moment de réconciliation et de célébration, faillit tourner en émeute à Yaoundé. L'effervescence était palpable dans la ville. Les gens se précipitaient, non seulement pour voir le pape, mais surtout pour apercevoir Monseigneur Ndokmo, ce Camerounais dont la réputation n'avait cessé de croître depuis sa libération. Les rues étaient bondées, les gens étaient excités, croyaient que ce moment marquait le retour définitif de l'évêque. Mais une nouvelle déception les attendait. Monseigneur Ndokmo repartirait avec le pape sans poser pied définitivement sur son sol natal. En exil, Monseigneur Ndokmo ne se contenta pas de rester dans le silence. Lorsqu'il accorda une interview à Pius Ndiawe, le directeur du Messager, ce fut un moment marquant. Cette interview fit exploser les ventes du journal, car à travers les lignes, on pouvait lire un prélat passionné, toujours aussi engagé pour l'émancipation des Camerounais et des Africains. Sa vision était claire, il fallait créer une église catholique africaine, enracinée dans les traditions et rites africains, tout en restant fidèle aux enseignements de l'église. Il insista sur l'importance de valoriser les us et coutumes des Africains et de les intégrer dans des célébrations liturgiques. Selon lui, il était essentiel que l'Église catholique au Cameroun et en Afrique devienne un moteur de changement en créant des facultés de médecine, d'économie et de sciences sociales, car l'Église n'était pas là seulement pour envoyer les gens au ciel, mais aussi pour œuvrer au bien-être terrestre des peuples. Le bien commun dépend de tous et de chacun, disait-il. Il expliquait que chaque Camerounais devrait se dire en âme et conscience: le Cameroun, c'est moi. S'il va bien, c'est grâce à moi. Et s'il va mal, c'est à cause de moi. Mais Monseigneur Ndokmo, malgré son engagement intellectuel et spirituel, ne fut pas épargné par la controverse. En 1987, une violente attaque émergea contre lui. 51 prêtres de l'archidiocèse de Douala signèrent un mémorandum intitulé « Un éclairage nouveau », l'accusant de bamilékéiser l'Église catholique au Cameroun. Ils l'accusaient de favoriser une ethnie en nommant plusieurs évêques bamilékés. La réponse ne tarda pas. Monseigneur Ndokmo répliqua vigoureusement avec un texte intitulé « Je ne peux plus me taire », dans lequel il rejetait point par point les accusations, les qualifiant de machinations orchestrées par des forces invisibles. Il dénonça la convergence de ces attaques
prouvant qu'il y avait quelqu'un dans l'ombre tirant les ficelles. Quelque temps après ces attaques, un drame se produisit. Monseigneur Ndokmo tomba gravement malade. Officiellement, il fut diagnostiqué d'un cancer du côlon. Mais des rumeurs persistantes évoquèrent un empoisonnement suite à un repas. Peu importe la cause exacte, l'histoire retient que Monseigneur Albin Ndokmo succomba à cette maladie le 29 mai 1992 à l'âge de 66 ans au Québec. Son décès marqua la fin d'une époque. Le tonnerre de Dieu s'éteignit, mais son héritage demeura. Sa dépouille fut rapatriée au Cameroun où il fut accueilli en héros, bien que son corps fût celui d'un homme brisé par l'exil et la trahison. Des années passèrent, mais la réputation de Monseigneur Ndokmo resta vivante et son influence dans l'Église catholique du Cameroun ne cessa de croître. 33 ans après sa disparition, on peut se demander quel impact Monseigneur Ndokmo aurait eu sur le Cameroun d'aujourd'hui. Loin des tribulations politiques et religieuses de son époque, l'homme reste un symbole d'un combat pour une église libre, un Cameroun libre et démocratique où la justice sociale et la dignité humaine seraient des valeurs centrales. Ses idées et son engagement continuent de résonner dans le cœur de ceux qui croient à un avenir meilleur pour leur pays. On peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen.